Bonjour tout le monde, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode du Port-Manette Podcast. On est le 12 avril 2026 et au programme de cette semaine, on a Mario qui continue d'imprimer des billets, Sony qui purge son store et The Pokémon Company qui nous sort un jeu compétitif officiel avec des microtransacts. Cool. Du coup, avec moi pour cet épisode, j'ai Anthony. Salut, comment ça va? Bonjour Josiane, ça va bien. Bonjour. Ça va. J'ai pas trop gamé cette semaine. Je vais te parler de technique d'enregistrement de podcast parce que j'ai un peu fait des trucs par rapport à ça cette semaine. Ce que tu vois pas, c'est que quand je fais le pod avec Alexis, en fait, je le fais on le fait entre midi et deux au travail. Du coup, j'ai un sac à dos assez lourd qui contient les trucs pour enregistrer, les micros, tout le bazar. C'est assez mini studio portatif. Ouais, j'ai un studio de pod portable, très cool, lourd un peu. Et en fait, j'ai essayé de commencer à trafiquer avec des micros sans fil pour voir si je pouvais alléger un peu le setup. Et voilà, donc j'ai passé du temps juste à essayer de commencer à faire des réglages, m'assurer que quand il y a deux micros sans fil face à face, il n'y a pas du bleeding, que j'entende pas lui et qu'il m'entende pas moi. Donc j'essaie de trouver des bons réglages. Donc voilà. Et entre tout ça, j'ai juste continué à faire quelques parties du jeu dont je te parlais la semaine dernière, le Kill Knight. C'est stick shooter. Voilà, dual stick shooter, score-based, avec un leaderboard à la fin qui dit que t'es 3 millième mondial, et t'es là, oh, c'est pas mal. Pas mal. Sur 50 000 joueurs, c'est pas mal. Ouais. Ok. Et de ton côté, t'as tapé dans quoi? Eh ben moi, j'ai trop joué de mon côté. Bah parfait. Diablo 4, toujours. Très addictif. N'achetez pas ce jeu, ça va ruiner votre vie. Donc voilà. Ouais. Et surtout qu'il y a la saison... Surtout que ce jeu, il fonctionne par saison. Oui. Tu sais, et là, la saison, en ce moment-là, elle va se terminer dans une semaine, à peu près. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour finir tous les objectifs de la saison. Donc c'est pour ça que j'ai... tous les items de la saison, il va falloir jouer fort, là. Ouais, mais j'ai un peu abandonné. La question que j'allais te questionner, c'était par rapport à Romeo is Dead Man. Tu l'as fini? Oui, torché même. Torché, ça veut dire que t'as tout fait? Ou tu je l'as bâclé? pense, ouais, parce que tu vois... Enfin, j'ai torché, mais j'ai pas fait le niveau de difficulté le plus difficile parce que je me sentais pas de le faire. Et ton verdict alors, qu'est-ce que ça dit? C'était bien. C'était le jeu Sudagoichi le plus poli, tu vois, niveau finition. Après, il avait un peu moins de charme. Il avait du charme, mais un peu moins, je trouve, que les No More Heroes et autres. Donc c'était sympa. La production était chouette, mais un poil décevant. Décevant, juste un tout petit peu. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Ça me donne des envies de te soumettre plus tard à ton top Sudagoichi. On verra ce que ça donne. Je me garde ça en tête, ça va être amusant. Allez, on commence avec ce qu'on a prévu pour cette semaine. Levons l'encre. Et on va tout de suite parler du film Super Mario Galaxy qui a réalisé un sacré week-end d'ouverture, à savoir 372 millions et demi de dollars au box-office mondial, dont 190 millions aux États-Unis en 5 jours. C'est un peu de la triche parce que c'est, tu vois, en fonction de quand le film sort aux US, le week-end de sortie, tu vois, il s'extend un petit peu. Là, il est sorti le mercredi 1er avril. Donc son week-end de lancement, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors que généralement, c'est le vendredi que les films sortent. Donc, un petit peu de triche là, mais bon, c'est pas grave. C'était le week-end de Pâques en plus, donc ça, c'était vraiment bien calculé. Pour l'instant, c'est le plus gros lancement ciné de 2026, quel que soit le genre de film. Et au global, par rapport à ce que je suis en train de dire là, c'est les deux premières places dans ce classement des week-ends d'ouverture. C'est des films adaptés de jeux vidéo qui sont... du coup, c'est les deux films Mario qui ont ce record. Donc ça tape fort. Du coup, tu vois, ça confirme que Nintendo et Illumination, ils ont trouvé un peu une formule qui marche, parce que le premier, au total, c'était 1,3 milliard de dollars de recettes mondiales, avec les pépettes. C'est pas... Alors, quand tu regardes après dans l'industrie entière du cinéma, c'est pas le plus ouf. Il y a les Avengers, il y a tout un tas de films au-dessus. Il y en a bien une cinquantaine de films au-dessus qui se partagent la place au-dessus du milliard. Mais en termes d'adaptation jeu, c'est le best, tu vois, c'est ça qui est assez remarquable. C'est pas isolé parce qu'il y a Sonic aussi qui fait pas mal de chiffres, notamment le 3 en 2024, ça fait presque un demi-milliard. Ils ont fait 500 millions en 2024.
Donc, le film de jeu, c'est devenu un segment assez rentable, on va dire. Et je voulais te demander, est-ce que tu avais vu ces films, toi? Le premier Mario, je pense que ouais. Les Sonic, je sais pas. J'ai vu le premier Mario, j'ai vu le premier Sonic. T'en avais pensé quoi du premier Sonic? Deux films honnêtes. Hmm. Premier honnête, c'était pas mauvais, je l'avais regardé, c'était un bon divertissement. C'était pas non plus, ça cassait pas trop pattes à un canard, mais c'était pas mal. Ouais, c'est un peu ce qu'on remarque à chaque Pour fois. un film Sonic, Ouais, c'est un peu ce qu'on ouais. remarque Bah, à chaque fois avec pour un film ces Sonic, je pense films-là. que c'était quand même bien. Ouais. Bah, il faut, surtout pour le film Nintendo, Mario, c'est quand même le premier film Nintendo qui utilise une grosse licence comme ça. Mhm. Donc, je pense qu'ils sont plutôt satisfaits par les résultats. Ils voulaient quelque chose de safe qui imprime beaucoup d'argent et je pense Ouais, que le pari est réussi. je suis d'accord. Souvent, les critiques qu'on lit sur les films Mario, c'est que un peu une pauvreté scénaristique, on va dire, hein, tu vois. Manque, manque de multiples couches de lecture qu'on peut trouver chez les Pixar et d'autres films plus sophistiqués. Mais en même temps, je pense pas que ce soit dans leur cahier des charges de faire ça. Parce qu'il faut pas Non. oublier que là, Illumination, ce qu'ils ont à faire, c'est adapter Mario au cinéma. Donc, imagine bosser avec Nintendo, avec cette licence. Déjà, les contraintes que ça impose, bah, tu vas ultra Ouais. safe sur tout le reste. L'histoire, tu n'essayes pas de réinventer la narration. Tu vas safe, tu te dis, il faut que ça marche chez les petits, chez les grands. C'est du gros fanservice. Et en fait, c'est ce que le public demande, apparemment, vu que ça fait des pépettes. Ouais. Est-ce que tu penses que ça donne un peu le top départ d'un univers cinématographique Nintendo? Ça t'enthousiasme, ça? Ça pourrait être fun, parce que tu sais, toi, t'es pas trop fan des Smash Bros, mais le Smash Bros, c'est un peu ça. Et surtout dans Smash Bros Melee, il y avait un mode de jeu qui s'appelle l'émissaire subspatial. Wow. Et du coup, avec plein de cinématiques, c'est un mode aventure en fait dans le jeu, et avec plein de cinématiques et des trucs super cool. Et s'ils se dirigent vers quelque chose comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient très 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 heureux. Enfin, j'ai l'impression que c'est vers là que ça va, de toute façon. Donc ouais. Et si on prend un petit peu de recul, si on regarde un peu ce qui se passe cette année en termes d'adaptation jeu au cinéma, début d'année, on avait déjà eu un remake du Silent Hill par Christophe Gans qui refait son propre premier film. Là. C'était en février. Bon, c'est un peu floppé, mais voilà. C'est pour mon sujet, c'est intéressant. Au mois de mai, il y a la suite du film Mortal Kombat. Tu l'avais vu le premier voilà, c'est un film qui tape un peu. Ok, correct. Ouais, c'était correct aussi. Voilà, il y a la suite en mai. Plus intéressant, la fin d'année, septembre, il y a l'adaptation Resident Evil par Zach Krieger. Et cette personne-là est devenue assez intéressante depuis la sortie du... j'ai oublié son film. Tu sais, avec les gosses qui courent, là. C'est un film de... Weapons, ouais, je crois que c'est ça, c'est lui. Hein. Et donc ça... tu vois, ça fait genre... Et il y a eu des premiers retours de test screening de ce film, de Resident Evil, où les gens disent, waouh, c'est assez intéressant. Donc voilà, moi je suis un peu hypé. Ouais, parce qu'apparemment, contrairement aux précédents films Resident Evil, il laisse tomber un peu tout le lore bizarre de Resident Evil et il se concentre que sur l'horreur. Je sais pas, faire des trucs chelous avec des zombies, c'est ça qu'on veut voir, quoi. Donc j'ai un peu confiance là-dessus. Ouais, bah moi aussi parce que j'avais beaucoup aimé Weapons et aussi Barbarian, son film qu'il avait fait avant. Donc ouais, je suis curieux de voir celui-là. Ouais, tu vois, je te le mets sur le radar là. Bam. Dans la suite de l'année, t'as aussi Street Fighter qui arrive avec son adaptation. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, voilà. Avec Momoa qui joue Blanca, je crois. Ça va être bizarre. Ouais. Et la fin de l'année, c'est Angry Birds 3. J'avais déjà oublié qu'il y avait des adaptations ciné d'Angry Birds. Ça fait des sous aussi, apparemment. Et donc voilà, tu vois, il y en a assez costaud en termes d'adaptation déjà. Tu vois, ça souligne un peu que l'industrie, elle est à la constante, qu'il y a des billets imprimés avec ça. Et c'est sans compter, dans la presse cette semaine, il y avait encore des annonces concernant l'adaptation ciné de MGS, de Metal Gear Solid, où ils commencent à parler de qui va le réaliser, qui va bosser dessus, pour créer un peu du buzz. Et on sait aussi qu'il y a pour l'année prochaine prévu le live action de Zelda, donc toujours chez Nintendo. Donc c'est devenu vraiment, vraiment une nouvelle manne, on va dire. Donc dans tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? C'est le Resident Evil, c'est ça?
Ouais, Resident Evil qui m'intéresse parce que ça pourrait ressembler à un vrai film, pas juste Ouais. une adaptation, mais un film qui peut fonctionner en lui-même. Mais après, je suis aussi curieux de voir Zelda quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attend de voir à quoi ça va ressembler. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens passionnés par Zelda qui attendent de voir ça, ouais. Avec la première question, c'est est-ce que Link, pardon, va parler dans le film? Oui, je pense qu'ils ont dit, je pense qu'ils en ont Ça parlé a déjà été et dit. oui, il va parler. Ok. Ouais. Ok. Du coup, on va rester dans le biz du divertissement, bien sûr, mais on lâche le ciné, on va aller voir un peu ce qui se passe sur notre plateforme habituelle, et on va regarder ce que Sony a fait cette semaine. Et la news intéressante de ce côté-là, c'est que Sony a continué à retirer donc des shovelwares. Je pense que tu es familier avec ce terme, du PlayStation Store. Donc c'est le shovelware, c'est le terme qui désigne ces jeux produits en masse, sans vraiment d'intention créative derrière. Où souvent l'objectif, tu vois, c'est de surfer sur la popularité d'un titre connu en copiant le nom, le style graphique, ou en se collant à sa date de sortie pour créer un peu de confusion dans le store. Et par exemple, tu te souviens, il y avait un fameux clone de Last of Us, je sais plus comment il s'appelait, mais ça faisait parodique tellement les équivalences étaient là. Où il y avait des trucs avec des fois Animal Crossing, en fait, tout un tas de trucs un peu space. Et donc sur ce coup-ci, c'est 700 titres qui dégagent d'un seul et même éditeur. Donc déjà aussi, ça c'est un gros signal d'alarme quand tu vois que tu as un éditeur qui balance 700 jeux poubelles, un peu comme ça. Voilà. Bon, c'est bien. Je pense que c'est bien parce qu'on en a marre quand même de voir ce genre de trucs dans nos stores où on n'a plus trop l'impression d'avoir tu vois, du qualitatif. Mais la question qu'on se pose, c'est qui c'est qui décide de ce qui mérite de rester dans le store. Parce que le risque, ce serait, tu vois, en poussant le truc un peu plus loin, ce serait de toucher des petits jeux modestes, courts, mais faits sincèrement. Tu vois, des trucs un peu expérimentaux, faits avec des tout petits studios qui n'ont pas les ressources de faire quelque chose de plus, et du coup, qui seraient ressemblants, tu vois, qui seraient shovelware-like, mais pas. Donc tu penses que les plateformes ont cette responsabilité de continuer à trier le store, ou c'est futile et ça sert à rien? Je pense que c'est bien de le faire comme dans ce cas-là, quand c'est un même éditeur qui publie des milliers de jeux poubelles, comme tu as dit. Après, ouais, c'est quand même difficile de choisir des critères particuliers, dire si tu rencontres ce critère, tu es considéré comme un shovelware. C'est quand même assez difficile et c'est très subjectif. Donc, c'est ce que je me demandais, comment distinguer un shovelware d'un indé raté mais de bonne foi, tu vois. Je pense déjà le critère de volume, c'est un bon truc. Un studio qui diffuse 700 jeux pour Ave, bon, tu sais que leur intention est un peu pétée, mais ouais. Donc voilà. Toujours chez Sony, dans la même semaine, on va parler un peu plus industrie. Dans le sens où Sony a annoncé le rachat d'une boîte qui s'appelle Cinemersive Labs. C'est une boîte britannique qui est spécialisée par ce qu'on appelle la computer vision, la vision par ordinateur. Et donc le machine learning. Donc on est dans tous ces univers-là d'IA. Et en gros, la technologie phare de cette boîte, c'est de transformer des images 2D en scènes 3D. Et ça, c'était surtout pour objectif de vendre des trucs en réalité virtuelle. Tu vois, tu peux te plonger dans une photo que tu as prise et explorer des recoins qui sont pas en fait dans la photo. Donc leur techno extrapole, construit de l'image qui n'existe pas. Et voilà. Donc cette équipe est rachetée et a rejoint un département de R&D de Sony qui existe déjà, qui s'appelle le Visual Computing Group, et dont l'objectif est de faire évoluer les technos de rendu par image de Sony. Donc cette techno, donc je te disais, ça peut servir à pas mal de choses. Tu vois, c'était transformer du 2D en 3D. Ça veut dire aussi qu'ils sont capables d'identifier sur une image. Donc c'est ça le computer vision, c'est identifier sur une image les éléments de l'image. Un personnage, un animal, un rocher, une plante, la nature de la scène vraiment. Donc tout ça, ça peut servir à pas mal de choses. Ça peut, tu vois, si on extrapole, ça peut servir à faire de la modération. Justement, on parlait de shovelware. Il pourrait identifier des trucs douteux sur des images pour ça. Mais bon, ce qui me semble le plus probable, moi, avec cette acquisition, c'est que c'est Sony qui prépare la prochaine version de ces technos d'upscaling IA, donc tu sais, le PSSR. Et moi, quand j'entends que cette boîte était spécialisée dans le 2D qui devient 3D, donc dans ce qui n'existait pas sur une image et le rendre existant, pour moi, ça me fait penser au FrameGen.
C'est comment créer de l'image à partir de là où il n'y en avait pas. Ouais. Donc pour moi, le truc, il est là. Et donc, tu vois, on sait que Microsoft investit à fond dans l'IA. On sait qu'NVIDIA sur PC, c'est eux les kings. Donc, c'est Sony qui continue à essayer de ne pas se faire larguer, techniquement. Ils essayent de rester alignés avec tous ces gros-là. La question pour toi, Anthony, c'est est-ce que tu es prêt à voir l'IA comme argu de vente centrale pour les prochaines consoles? Parce que ça va forcément apparaître sur les boîtes, ça va forcément apparaître dans les communiqués de presse. Oui. Alors, l'IA, Oui. pas en tant qu'assistant, j'ai pas envie d'avoir une IA qui me parle dans ma console, mais s'il s'agit d'une technologie, comme tu as dit, comme le DLSS, PSSR, ça m'intéresse beaucoup parce que, comme je t'avais dit dans un précédent podcast, c'est pour ça que j'avais acheté une carte NVIDIA sur mon PC. Pour le DLSS, parce que mon PC, il est relativement puissant, mais c'est pas non plus un monstre. Et du coup, je comptais sur ça pour rendre mes jeux un poil plus beaux. Et ça pourrait être un argument de vente parce que quand on voit ce qui se fait avec la PS5 Pro en ce moment, avec les jeux qui bénéficient du coup de cette nouvelle technologie et qui sont beaucoup plus beaux grâce à ça, je pense que ça peut vraiment être un argument de vente dans le futur pour pas mal de gens. Ouais. T'as déjà essayé d'activer le FrameGen, toi, dans tes jeux? Oui. Ouais, t'es convaincu? Je l'avais activé. Ça dépend du jeu, mais je l'avais utilisé par exemple sur Cyberpunk. Ah ouais. Et ça avait vraiment, parce que c'est un jeu assez gourmand quand même, et mon PC il avait du mal, et ça a vraiment boosté les graphismes. C'était jour et nuit quoi, la différence. Ça, c'est impressionnant. Bon, après, ça vient avec son petit lot de points négatifs. Il peut y avoir ça peut introduire de la latence dans les contrôles, ce genre de choses. Mais là où c'est intéressant, c'est quand. Ouais, vas-y. Mais il y avait juste des tout petits artefacts visuels de temps en temps, mais je préfère ça par rapport à un framerate de 20 FPS, tu vois. Ouais, voilà. Après, c'est à toi en tant que joueur, tu essayes de trouver un peu la balance entre je veux de la performance ou je veux de la qualité graphique. C'est toi qui trouves le curseur au bon endroit. Mais là où je voulais aller avec cette histoire, c'est quoi? Ouais, là où c'est vachement intéressant, c'est quand on a un jeu qui tourne déjà bien, par exemple en 60 FPS. Là, imaginez allumer le FrameGen et doubler ça sans vraiment introduire de nouvelles latences, parce qu'à 60, c'est déjà pas mal. T'arrives sur du 120, et là, tu prends... tu fais un bon visuel assez important. Tu tires parti de ta télé qui a du variable refresh rate. Enfin, voilà, c'est assez intéressant. Comme tu disais sur Cyberpunk, moi aussi, je l'avais activé pour essayer de gagner quelques frames quand j'étais à 30-40. Mais du coup, oui, on voyait trop d'artefacting parce que, en plus, dans Cyberpunk, il y a l'interface graphique est vraiment dans l'univers du jeu. Tu vois, c'est les petites fenêtres flottantes vraiment dans le jeu. Ouais. C'est pas une couche à part, donc ça veut dire que le FrameGen bosse avec et essaye d'interpréter des bordures, des machins. Enfin, c'était pas propre, mais ça permettait quand même d'avoir des frames en plus. Bref, ça va être intéressant de voir ça de loin, effectivement. Il me tarde aussi de voir les premiers trucs concrets. Et on va changer un tout petit peu d'air, on reste quand même dans le gaming, mais on va passer sur PC et on va s'intéresser à une update que Valve sera en train de faire chauffer sur Steam. C'est-à-dire qu'en fait, Valve serait en train de travailler sur un truc qui s'appellerait le Frame Estimator. Donc ce serait des estimations de framerate affichées directement sur la fiche du jeu, basées en fait sur les données collectées auprès des joueurs qui ont du matos similaire au tien. Donc en fait, il n'y a pas encore de date de mise en route officielle de ce truc-là. On sait qu'ils bossent dessus parce qu'il y a eu du data mining. Des gens ont remarqué des clés, des trucs qui apparaissaient dans des builds bêta du client Steam. Donc à suivre. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un même temps, il y a Valve, quand il parle de sa Steam Machine, il nous révèle que en fait, leur objectif à eux, c'est de faire tourner les jeux en gros en 1080 30 frames par seconde pour qu'ils soient tagués Deck Verified, tu vois, qu'il y ait le petit tampon qui dit ok, ça marche bien sur notre machine. C'est un peu ce qui se passait déjà sur la Steam Deck. Il y a des critères à remplir pour que ce soit Deck Verified. Et du coup, pour moi, ce truc-là, ce Frame Estimator, c'est un moyen d'automatiser ce Steam Machine Verified. S'ils ont moyen de trouver des gens qui ont un matos similaire et qui font tourner correctement le jeu, automatiquement, le store sera à jour avec le petit tampon et tu pourras, toi, faire des choix plus sensés lorsque tu achètes tes jeux. Donc, je pense que c'est un truc qu'il faut, c'est intéressant.
Tu vois, c'est pas des chiffres fournis par les développeurs dans le contexte idéal. C'est vraiment issu d'un vrai panel de joueurs. La seule limite qu'on pourrait trouver à ce bazar, c'est tout ce qui est variable. C'est-à-dire que tu as le même matos que moi, mais tu le fais tourner toi en qualité max parce que tu adores la finesse du graphisme, mais du coup tu joues à 2 FPS. Est-ce que tu vas polluer les scores à cause de ça? Est-ce que tu avais l'upscaling allumé? Est-ce que tu avais derrière des applications qui tournaient? Est-ce que tu avais Spotify plus un enregistrement vidéo? Enfin voilà, plein de trucs qui peuvent faire varier les stats. Du coup, comment Valve va normaliser tout ça? Parce que s'ils n'y arrivent pas, ça deviendra aussi utile que les configs recommandés qu'on voit déjà passer de la part des développeurs, tu vois. Alors, est-ce que tu penses que ça va forcer les développeurs à optimiser les jeux? C'est déjà un peu ce qui se passait, tu vois, sur Deck, comme je te disais, où ça les a un peu forcés à optimiser les jeux pour que ça se vende bien sur Deck. T'en penses quoi? Ouais, c'est une possibilité. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Je pense que ce score-là, il donnera une bonne idée du score réel sur les gros jeux auxquels beaucoup de gens jouent, parce que du coup, ils auront beaucoup de données, beaucoup de situations, ils pourront faire une moyenne de tout ça. Mais si c'est un petit jeu ou un jeu qui n'a pas forcément fait beaucoup de ventes, ils auront un échantillon très limité ils n'auront pas beaucoup de données pour faire ça. Donc, je pense que sur les gros jeux, tu pourras avoir un score qui reflète la vérité. Après, sur les jeux qui ont fait un peu moins de ventes, ça sera un peu moins précis. Mais ouais, à voir. Je suis pas certain que ça les forcera à optimiser, parce que au final, s'ils optimisent pas, c'est pour une bonne raison. C'est juste qu'ils n'ont pas le budget pour. Ouais, donc, souvent c'est pas une histoire de volonté, oui, c'est une histoire de budget. Et mais tu vois, justement, si tout ça, pardon, si tout ça s'inscrit dans une démarche où clairement ça va montrer qu'un jeu qui a sur sa fiche un framerate affiché élevé se vend plus qu'un autre qui a un framerate plus bas. Peut-être que ça va aller dans les décisions business dans le sens où, allez, on va passer un peu plus de temps sur l'optime. Et ce que ça m'évoque aussi, là dans le contexte dans lequel on se trouve avec comment on appelle ça déjà, le rampocalypse, où les joueurs peuvent plus upgrader leur machine et on va rester avec un peu, tu vois, un plateau pendant plusieurs années. Même si les jeux qui vont arriver sont plus ambitieux graphiquement, peut-être que ça va les forcer à prendre en compte toutes ces configs qui vont stagner pendant plusieurs années, donc se forcer à optimiser. Donc tu vois, on est toujours dans le même élan, et je pense qu'on va aller peut-être par là. Ouais. Parce que techniquement, si tu veux continuer à vendre ton jeu, il faut que tu le fasses marcher sur les machines que les gens ont. Et voilà. Voilà, je suis content de voir que tu es d'accord avec moi, Anthony. On continue avec la dernière escale de la semaine. Et celle-là, elle est aussi intéressante. Elle est aussi intéressante que la précédente, je pense. Parce que donc j'aurais pu me contenter de mettre ça dans la partie de l'analyse des reviews de la semaine. C'est-à-dire que Pokémon Champion est sorti, et du coup, il y a eu des tests, et tatata. Mais du coup, ça s'accompagne de news intéressantes. Donc, je l'ai mis là. Qu'est-ce qui se passe avec Pokémon Champions? C'est que donc, ils viennent sortir en free-to-play, free-to-start sur Switch. Pour rappel, c'est le jeu qui devient la plateforme officielle des Video Game Championship. Donc, c'est les championnats du monde Pokémon. Avant ça, c'était les Pokémon Mainline qui étaient les plateformes officielles des compètes. Donc, tu sais, les Scarlet Violet et les boucliers épais, je sais plus comment ils s'appellent, tous ces trucs-là. Où à chaque sortie mainline, le championnat suivait. Et voilà. C'est-à-dire que tu achetais ton jeu une fois premium et puis après, tu le ponçais comme tu voulais, tu devenais champion avec ça. Là, on se déplace dans un free-to-play où, il y a eu des lancements difficiles déjà. Il est buggé, problème d'affichage. Et le plus gros problème que les gens soulignent, c'est la monétisation, qui est un petit peu douteuse. Elle est en plusieurs couches. Tu as un starter pack, tu vois, si tu veux démarrer plus vite. Tu as un battle pass pour participer toutes les semaines à des events qui te font gagner de la currency interne au jeu, tu vois, une monnaie interne au jeu. Et en plus de ça, tu peux avoir un abo annuel dans lequel tu obtiens des petites perks supplémentaires pour stocker plus d'équipes, gagner plus de méga cristaux, je sais pas quoi, qui permettent de booster un peu tes Pokémon. Voilà. Plusieurs couches, tu vois, de monétisation. On se rapproche un peu du pay to win, mais on n'y est pas vraiment dedans, mais c'est quand même assez douteux pour un jeu qui est censé être le support officiel d'une compétition, quoi.
Donc c'est ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que toutes ces mécaniques qui ralentissent artificiellement ta progression dans le jeu, elles ont qu'un seul but, tu vois, c'est de te faire dépenser. Donc c'est une nouvelle chez Nintendo, chez Pokémon Company, c'est tu vois une nouvelle ligne dans un Excel qui dit voilà, avec moi on va faire des nouveaux sous. Alors, on va, au lieu de vendre une fois par an un Pokémon, on va vendre tous les mois, tous les jours, on va vendre de la microtransac et ça va faire monter les KPI dans nos fichiers Excel. Est-ce que tu sens que c'est merdique, toi aussi, d'avoir des microtransacts dans un jeu qui sert officiellement de plateforme comme ça, dans un championnat du monde? Tu trouves ça acceptable? Ah non, ça semble être une assez mauvaise idée. Ouais. C'est que, comme tu as dit, c'est pas du pay to win, mais ça quand même, si tu as le budget, si tu as les moyens d'acheter tous ces passes, tu as un clair avantage par rapport aux gens qui ont pas tout ça, quoi. Ouais. Je pense que niveau compétitif, c'est pas idéal. Pas idéal, parce qu'il y a surtout que le premier championnat, je crois qu'il est au mois de mai, donc il est dans pas longtemps. Ça veut dire qu'il va peut-être y avoir une espèce de course artificielle à la dépense, là, jusque-là, pour arriver à construire sa meilleure équipe. Parce qu'en gros, dans ce jeu, je me suis un peu renseigné, j'ai pas joué encore, peut-être que je vais dire des conneries, mais ce que j'ai compris, c'est que chaque jour, tu as une rotation de Pokémon dans une espèce de store. S'il t'intéresse, tu dois donc l'acheter avec la monnaie du jeu pour le faire entrer dans ton équipe. Pour pouvoir l'essayer, ce Pokémon, avant de l'acheter, en gros, tu as un essai gratuit par jour. Mais sinon, tu le prends et tu dépenses, quoi. Et jusqu'au mois de mai, si tu veux faire ton équipe idéale, celle que tu avais dans les précédents jeux, va falloir que tu viennes tous les jours, dépenses tous les jours, et que tu dépenses aussi pour booster ton Pokémon, pour lui accrocher les stats que tu aimerais voir afficher, pour qu'il ait les bons coups, pour qu'il ait les bons items, tous ces trucs-là. Donc il y a un peu une ambiance un peu space là autour de ce jeu, je trouve, en ce moment, qui donne un drôle de goût à ce truc-là. Voilà pour les items de la semaine, Anthony. Ce qui nous amène à nous pencher maintenant sur les prochaines sorties. Et du coup, la semaine prochaine est assez chargée, mine de rien. J'en ai sélectionné 5 sur une semaine assez chargée. Le reste, c'est pas mal d'indépendants, mais des petits jeux pas trop intéressants pour moi. Mais ce dont je voulais parler, par exemple, c'était du jeu Replaced, qui sort le 14 avril, un peu partout, sur PC et Xbox, je crois, et Game Pass. Donc c'est une histoire assez longue, ça fait 8 ans que la boîte bosse dessus, ils ont eu des petits problèmes parce que je crois qu'ils sont un peu, j'ai pas les détails, mais je crois qu'ils sont un peu adjacents à la guerre Ukraine-Russie, donc je sais pas trop. Okay. Ouais, donc je pense qu'ils ont un peu eu des galères avec ça. Bref, mais si on se reconcentre sur le jeu, c'est un jeu d'action en 2,5D, c'est-à-dire que c'est sur le plan latéral, il y a des effets de profondeur en 3D, nanana, bon bref, c'est assez joli. Esprit cyberpunk dans un, tu sais, c'est du post-rétro futuriste où comme si l'histoire avait bifurqué à partir des années 80 vers une direction différente de la nôtre. Donc c'est action, c'est joli, ça tourne bien sur la Steam Deck, ça peut bien se vendre, je pense. Ce qui va bien se vendre aussi, il y a Hades 2 qui sort le 14 avril sur console. Donc c'est le fameux roguelite, apparemment le meilleur du monde entier. Jusqu'à présent, il était sur PC et Switch 2. Maintenant, il va arriver sur les PS5 et Xbox. Donc ça va se vendre aussi à gogo. Un autre jeu qu'on voit depuis longtemps dans les trailers et autres, c'est Mouse P.I. for Hire. Un FPS, tu sais, à mi-chemin entre Cuphead et l'univers Disney. Où ça, tu vois, ça rappelle les films noirs années 30, mais avec une DA qui tu vois, c'est un peu du cel shading cartoon des belles années Disney. Donc c'est le genre de jeu indé qui arrive avec un peu, tu vois, une identité forte, et je pense que ça va bien marcher aussi, ça. Et les deux derniers, on a côté Nintendo Tomodachi Life, la suite du Tomodachi qui était sorti il y a des années, qui arrive sur Switch et accessoirement Switch 2 par compatibilité. Donc longue absence, c'est une espèce de simulation de vie avec des Mii, avec de l'espèce d'humour absurde, avec des petites scénettes bizarroïdes qui entrecoupent des petites phases de gameplay assez simples. Donc là, je pense que Nintendo, le fait qu'il le sorte sur Switch 1, c'est pour surtout profiter de l'énorme base d'utilisateurs Switch 1 existante, qui sont un peu en demande de jeux, peut-être un peu casu comme ça. Et puis le gros pic de la semaine, c'est, je pense, avec Pragmata, chez Capcom.
C'est de la science-fiction, c'est du shooter SF avec une petite notion puzzle dans le shooting. Et il y a eu beaucoup de bons buzz depuis un peu plus d'un an, là, depuis qu'ils ont relancé un peu la machine marketing autour du jeu. Donc ça, je pense que ça va bien marcher. Petit exercice pour toi, Anthony, et pour moi aussi. On va voir si on a juste la semaine prochaine, mais je voudrais qu'on essaye de prédire le score Open Critique Coron, Tomodachi et Pragmata, pour voir si on arrive à muscler notre capacité à comprendre l'industrie du jeu. Voilà. Donc je t'écoute, Tomodachi Life, Une vie de rêve, 16 avril sur Switch. Tu penses qu'il va se taper un score de combien? Tomodachi Life. J'avais pas joué au premier, mais je vois à quoi ça ressemble. C'est quand même un jeu assez niche, mais c'est celui-là, ce nouveau jeu, il ressemble un petit peu. C'est une évolution du premier. Je pense pas qu'il sera pire. Je pense qu'il sera mieux que le premier avec plus de contenu. Donc, je sais pas. J'ai envie de dire peut-être un 84, allez, 86, 80. Disons 85, allez. Allez, en 85. On s'accordera un petit plus ou moins 2. On va commencer mollo. Donc si ça tombe à 83, tu peux avoir des points. Si ça tombe à 87, tu auras aussi des points, on va voir. Moi, je vais dire... Hop, j'ai écrit ça dans le document. Tomodachi, je le vois à 80, moi. Voilà. Ah. 80. Ok. Je demanderai à Alexis aussi de participer. On verra après qui c'est qui a le meilleur sens. Hop, je mets un placeholder pour lui. Je lui demanderai de remplir ça. Après, bam, bam. Et Pragmata, tu le vois arriver comment celui-là? Alors, Pragmata, j'avais fait la démo sur Steam. J'ai bien aimé. Ça m'a beaucoup rappelé les jeux. On en avait parlé de ça aussi déjà, tous les jeux de la génération 360. Genre la Vanquish ou ce genre de jeu d'action. C'est sympa à voir. C'est sympa dans une démo. Après, à voir sur la longueur si le jeu restera intéressant. Mais je pense qu'il aura, en tant que jeu style arcade, et je pense qu'il va bien. Je dirais 91. Oh, 91, je commençais à écrire 80 moi. Oh, 91, tu vois, ok. Ok, tu vois. C'est un jeu sans prétention qui fera bien ce qu'il va faire. Ok. L'action est bonne, les graphismes sont bons. 91. Je le vois un peu comme toi, mais je vois pas le même résultat. Je vois un jeu bien fait, mais je vois un jeu répétitif. Et je pense que la presse, elle va nous dire ça. Elle va nous dire exactement ça. C'est un peu répétitif. Donc je le verrai. Je verrai un 82 là-dessus. Voilà. Oh. Ouais. Ok. 90. Ouais, toi, tu as une vision. En même temps, tu y as joué, donc peut-être que tu as infusé ton avis à partir de ça. Et pareil, je demanderai à Alexis ce qu'il en pense. Est-ce que tu as d'autres jeux, toi, dans la liste des jeux de la semaine pro qui te tapent dans l'œil? Tu avais parlé de Replaced. Celui-là, visuellement, il est incroyable. Donc, je serais pas mal intéressé par celui-là. À part ça, Hades 2, je l'ai déjà fait sur PC, donc très très bon jeu. Je savais pas. Oui. Et non, après, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Un jeu Hello Kitty, je pensais que tu allais le souligner. Non. Ok. Dans ce cas, cliquons sur ce bouton, Tony, et on va wrap up. On va conclure cet épisode. Hop, c'est parti. Du coup, c'est tout. Merci Anto d'avoir prêté à l'exercice. On verra si la semaine prochaine on ajuste ou pas. Et du coup, c'est tout pour cette semaine au Port Manette. Merci d'avoir navigué jusqu'au bout avec nous. Et puis, si vous avez aimé, partagez l'épisode autour de vous. Ça aide vraiment à le faire connaître, mine de rien. Et puis, d'ici là, on se retrouve la semaine pro. Gardez le cap et jouez bien. Bye bye. À bientôt.